Les marques veulent devenir des médias et certaines d'entre elles choisissent pour ça le média radio. On en parle tout de suite dans Media Junkie. Media Junkie avec aujourd'hui Roberto Ciurleo. Bonjour Roberto. Bonjour. Le cofondateur de Goom Radio. À vos côtés, Julie Navarro. Bonjour Julie. Bonjour. Une blogueuse qui s'intéresse aux marques, en particulier aux stratégies de marque, à la communication en général, y compris à la sémiologie et la sociologie. On va parler des stratégies de marque justement qui s'intéressent de plus en plus donc, aux médias parce qu'elles se rendent compte que c'est un bon moyen d'attirer leur audience et de fidéliser des consommateurs. Julie, ça vous l'observez, vous m'avez confié quand on préparait l'émission que vous aviez été très impressionné par Dior et Vuitton qui ont des offensives assez intéressante dans ce domaine. Ouais, enfin plutôt par Dior finalement, parce que c'est on en parlait tout à l'heure, c'est tout un champ d'intermédialité, de convergence. D'intermédialité. C'est très compliqué, c'est très beau, j'ai travaillé pas mal là-dessus. C'est quoi l'intermédialité? C'est c'est très compliqué, je pourrais même pas l'expliquer, personne je pense peut l'expliquer. Il fallait le placer, c'était the mot. Mais alors qu'est-ce qu'elles font d'original en fait? Qu'est-ce qui vous semble original? En gros, elles empruntent des codes à d'autres médias. C'est-à-dire que Dior, avec le film qu'ils ont fait là, avec Marion Cotillard notamment, c'est un mini-film. Bon, après on en pense qu'on en veut, que c'est plus ou moins de la promo. C'est forcément de la promo, elles le font dans ce but. Tout à fait, mais il y a certaines personnes qui ont un peu dénigré le côté focus promotionnel sur les produits dans le film, etc. Et c'est un film en fait qui a été adapté au web, fait pour le web, qui dure assez longtemps et finalement c'est comment reprendre les codes du cinéma pour les adapter au web. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi dans le côté d'intermédialité, de convergence. Et c'est ça la magie d'Internet, c'est que maintenant les marques en effet, grâce au web, peuvent prendre la parole en direct. Et Roberto, en fait, c'est... Alors, je ne sais pas si c'était l'idée au début de Goom Radio, mais en tout cas c'est un canal de business qui devient de plus en plus important. Vous avez, je parle sous votre contrôle, lancé une radio pour la SNCF. Oui, 23 radios pour la SNCF. 23 ce que permet de faire l'IP aujourd'hui. Un bouquet de radio. Un bouquet de radio pour la SNCF. Ouais. Et puis pour d'autres clients qui sont des marques aussi et qui veulent justement maîtriser leurs médias. Ça c'est une tendance forte. En fait, aujourd'hui, au-delà de la notoriété, désir, et c'est encore plus fort depuis cette crise, ces 2 dernières années, c'est plutôt de rappeler quelles sont les valeurs des marques. C'est très compliqué d'expliquer dans un spot radio traditionnel ou une prise de parole en télé, dans un spot également traditionnel, qui on est, quelles sont nos valeurs. Et en fait, la radio permet d'expliquer tout ça, de l'incarner. De le faire vivre. De le faire vivre. Et en fait, c'est jusqu'à présent, avant ces outils extraordinaires liés justement à l'IP, on ne pouvait pas vraiment le faire puisque on ne pouvait même pas l'imaginer puisque il fallait avoir une fréquence radio, il fallait une autorisation de l'État ou de représentants de l'État et c'était totalement impensable. Quels exemples de marques? Alors justement, on a parlé de la SNCF. On a SFR Musique. Alors SFR Musique, c'est un bon exemple parce que SFR n'a pas de problème de notoriété. Tout le monde connaît cette marque. SNCF non plus. SNCF non plus. Mais SFR, depuis des années, préempte l'univers de la musique en s'associant à des opérations qui existent déjà, en lançant des OP jeunes talents, et s'appuie sur des médias existants pour relayer l'info. Et là, en fait, pour SFR Musique, cette radio, l'idée, c'était pas d'avoir 3 millions d'auditeurs par jour, c'était d'aller travailler une niche bien précise, celle qui écoutait, c'est le cas pour cette radio, la pop électro. Ça paraît être une niche comme ça, mais il y a des millions de Français qui adorent la pop électro. Voilà. L'idée, c'était... Donc, ils voulaient répondre à ce besoin. Exactement. Démarrer des talents, les accompagner, faire en sorte que cette marque de radio grandisse en même temps que ces talents et que ces talents-là s'en souviennent. Et qu'en fait, la relation entre la marque et son public soit plus profonde, en fait. Mais est-ce que c'est pas éphémère, justement? Qu'est-ce qui est éphémère? Justement, le fait qu'on accompagne un artiste, une espèce de vague de... j'en sais rien, je pense au trip-hop, à des choses comme ça qui viennent, à la tectonique, qui partent. Pourquoi pas ouais. Enfin, la pop électro, elle est pas éphémère parce qu'elle existe depuis longtemps et c'est un grand genre. Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui que les musiques se croisent et se rejoignent. Donc, on aura des tendances où dans le genre pop électro sera plus présent que le pop et tout. Non, c'est pas... ce qui n'est pas éphémère, en tout cas chez SFR, c'est de vouloir prendre cette parole très fortement parce que mettre en avant des artistes
inconnus qui d'un seul coup vont bénéficier de la puissance de tir d'une marque comme celle-ci, c'est donner une chance supplémentaire. Mais Julie, vous observez beaucoup les marques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie justement de faire un métier qui n'est pas forcément le sien? SFR, c'est de vendre des téléphones et des muniques de communication. Pourquoi pas, Est-ce que, je vois de... Roberto qui trépigne, mais non, mais attendez, Julie, est-ce que vous pensez que c'est bien finalement d'accompagner des jeunes artistes? Oui, enfin, moi, honnêtement, je vois justement avec le web, c'est justement de pouvoir découvrir certains artistes sans passer par les maisons de disques, par les labels, etc. Et oui, enfin, je pense que c'est une très grande liberté. Mais là, il y a des métiers quand tu parlais qui se des mélangent. SFR, C'est pas leur métier de faire de la radio, c'est notre métier de faire une radio pour eux. C'est-à-dire qu'eux établissent un cahier des charges. Alors pourquoi la radio? Alors déjà, c'est le média privilégié des Français, puisqu'il y a, je sais pas, 43 millions de Français qui écoutent chaque jour la radio. Et puis pour tous ceux qui s'intéressent à Internet, on sait que le premier média qui duplique avec l'Internet, c'est la radio. On est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on peut faire en même temps? C'est écouter de la musique, sa playlist, Deezer, iTunes, ou écouter de la radio. Julie, vous écoutez de la radio? j'écoute, non, j'écoute globalement pas la radio. Mais vous écoutez de la musique, hein? J'écoute de la musique, je suis sur Spotify, donc très bien, ouais. c'est intéressant, un peu intrusif, parce que c'est pas mal de pubs aussi. Mais alors, Donc ça, c'est un peu... Je vais vous expliquer la différence entre radio et, voilà. et en fait, playlist. que s'est-il passé ces 5 dernières années dans le paysage musical et radiophonique? En fait, le premier endroit aujourd'hui où on écoute de la musique, c'est son ordinateur, sur son téléphone portable, sa console de jeu. Définitivement. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas de chaîne hi-fi dans sa chambre, de poste radio, qui est dans son univers, qui est numérique, sorte à un moment donné de cette chaîne? C'est le cas, on a 20 ans, 25 ans. Quelle idée d'aller écouter la radio FM, alors qu'elle n'est pas du tout présente sur les supports que l'on consomme aujourd'hui. Pour la radio, ça suppose une programmation. En revanche, la grosse différence entre le playlisting et la radio, la playlist, c'est soi et soi. C'est j'écoute la musique que j'aime et il n'y a pas vraiment ma propre programmation. Et c'est un leurre d'imaginer qu'en utilisant Spotify ou Deezer, même s'il y a 4 ou 5 millions de titres, c'est un leurre de penser que les utilisateurs de ces sites planifient et font des playlists avec ces 5 ou 6 millions de titres. Justement, ensuite, quand on échange ces playlists, là, tu vois, il y a un truc Ce qui est compliqué quand on échange les playlists, c'est que vos goûts, tes goûts ne sont pas forcément les goûts de la personne qui va écouter. Et ça, c'est une vraie contrainte. Ça va être justement les mêmes goûts. Parce que, les mêmes goûts. En gros, ça se résume à ce que je disais. Donc, 3 millions ou 4 millions de titres disponibles sur iTunes. 3% du catalogue font 90% du chiffre d'affaires. C'est 4% des chiffres des titres chez Deezer qui font 90% du trafic. Roberto, on voit que tu défends la programmation et on comprend pourquoi. Alors après, je reviens au sujet qui nous anime, les marques qui deviennent médias. Pourquoi certaines choisissent la radio et pas la télévision, par exemple, à la Dailymotion, YouTube, avec la force de l'image? Est-ce que finalement l'image ne va pas écraser la radio? Pourquoi est-ce qu'elle se tourne vers la radio? La radio, je pense que la duplication fera toujours la différence. La force de la radio ou de la musique ou du talk en radio, de l'audio, c'est de pouvoir dupliquer avec un autre média. Tout à l'heure, d'ailleurs, ça me fait très bizarre de vous entendre parler du web. C'est-à-dire de consommer deux médias en même temps? C'est d'être sur un réseau social, par exemple, ou de vivre sa vie. Oui, de ne pas avoir le regard mobilisé. Ouais. Voilà, et en même temps de regarder autre chose. Enfin, on ne peut pas écrire, communiquer et en même temps regarder un film. En revanche, on pourra toujours écouter une radio et écrire. Et je suis très étonné de vous voir très focalisé sur... De réduire l'IP numérique au web. Moi, je ne suis pas tout à fait du même avis sur le film de Dior, en fait. Je pense que c'est totalement stupide de penser aujourd'hui, pas vous. Non, mais moi, je n'en pense pas forcément que... Je pense qu'aujourd'hui, un écran est un écran. Il n'y a plus de distinguo entre un écran de cinéma, un écran de téléphone, un écran d'ordinateur et un écran de télévision. Pour preuve, ces deux dernières années aux États-Unis, le principal concurrent des chaînes télé elles-mêmes, c'est leur programme télé, Heroes qui s'arrête aux États-Unis, faute d'audience sur le format premium, la télé. C'est le plus gros succès de ces 2 dernières années. Sur Internet. Ah, mais ça qui est plus de Donc on fait pas couture entre les codes supports. Et on va aller de plus en plus regarder Dailymotion et YouTube. Il faut arrêter de penser que effectivement il y a YouTube à 5 ans, c'était la vidéo sympathique de quelqu'un qui chutait, qui a fait le succès de YouTube. Mais aujourd'hui, les plus gros contenus
en termes d'audience de YouTube et Dailymotion, ce sont des contenus professionnels. Oui. Et on va vraiment vers ça. Qu'il n'y ait plus de frontières entre les supports, ça on est tous d'accord je pense, mais que les marques investissent justement les codes des médias qui étaient justement le petit précaré d'un... D'où le distinguo pour Dior, c'est pas de faire un spot pour Internet, c'est de faire un spot pour des cibles précises. C'est ce que permet de faire l'IP pour l'image, l'audio. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on va plus s'adresser à l'ensemble d'une population, mais on va aller chercher des communautés, des petites niches en fait. C'est ça Julie que vous observez aussi dans les stratégies de marque? Oui, enfin plus ou moins, mais juste pour revenir un peu sur ce que tu disais sur les écrans, moi je suis pas trop d'accord avec toi parce que je pense vraiment l'écran de cinéma, tu as vraiment une cible captive. C'est un truc vraiment très particulier, c'est une expérience, etc., qui n'a rien à voir en fait avec la consommation médiatique sur iPhone, par exemple, qui est assez saccadée, tu vois, qui est à la demande, plus ou moins personnalisée. Il y a 3 ans, aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Japon, aux États-Unis. Il suffit d'être à New York, de se balader et de voir les gens dans le métro, c'est la vraie vie, hein, ou dans un parc. Aujourd'hui, on regarde les télés sur le téléphone et on peut... Souvent, c'est lié au casque. Donc, on est dans son univers. L'écran peut être tout petit. Il suffit d'être plongé dans l'univers audio et visuel pour pouvoir regarder un film sur son téléphone. On regarde des matchs de foot ensemble. C'est ce qui va se passer chez nous. En fait, c'est plus un téléphone. On voit que tu es un homme de radio avec le casque. Une dernière question sur le business model finalement de ces radios qui traditionnellement marchaient avec la publicité. Maintenant que les marques deviennent des médias, est-ce que la publicité risque de souffrir? Est-ce que toi tu le vois, parce que tu fais les deux activités finalement, il y a l'activité radio traditionnelle, même si c'est sur l'IP, qui permet de vivre avec la publicité, et puis l'autre qui est de vendre en B2B à des marques. Alors sur l'aspect B2C, donc traditionnel, nous on vend que du spot audio, on ne vend pas de bannière, on se fiche de notre site. Mais ce qui est la publicité, le modèle traditionnel. Mais à la seule différence, c'est que on écoute la même radio, c'est une fille, je suis un garçon, on écoute. Durant l'écran publicitaire, le spot va être totalement targeté, géocalisé. Ce ne sera pas le même pour Julie et pour Roberto. Non. Et c'est deux. Et là, on a nos premières campagnes grandeur nature. On écoute la même radio sur son iPhone. Je me trouve à Paris et vous vous trouvez à Lyon. Pour un Carrefour, par exemple, une grande surface, pour ne pas les citer, le spot va vous renvoyer au magasin près de chez vous. Ça veut dire que la publicité, la radio de marque ne va pas détruire le spot radio de marque aussi? C'est-à-dire qu'elle ne va pas détruire la publicité, elle ne va pas empiéter? Oui et non. Parce qu'en fait, quand on regarde la consommation de la radio, quand on a plus de 25 ans, on écoute 4 radios, d'accord? Pas plus. Quand on a moins de 20 ans, on n'écoute que 2 radios. On a l'impression que les gamins, les ados zappent énormément, sont les plus fidèles en matière de marque. En gros, le but de ces radios de marque, en B2B, c'est de prendre une des 4 places ou une des 2 places. Donc, si ces radios B2B ne sont pas ouvertes sur le B2B to B2C, compliqué à dire, c'est-à-dire avec des écrans publicitaires destinés à d'autres, ça peut être problématique. Mais je pense qu'on a des revenus complémentaires pour une marque toujours appréciable. Continuer de cohabiter. Ouais. Merci à tous les deux, en tout cas, pour vos points de vue sur ces questions. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Media Junkie.